Merci à toutes et à tous d'être en ligne ce matin pour assister à notre présentation sur la recommandation produit. La recommandation est un vaste sujet dans le domaine du web et du e-commerce. Et aujourd'hui, je vais vous attacher de vous montrer comment vous allez pouvoir booster votre performance commerciale grâce à la recommandation produit. Et on abordera également des thématiques associées telles que la recommandation de contenu ou la recommandation d'offres pour fournir une expérience client qui soit la plus efficace possible. Je vous le disais, aujourd'hui, proposer des produits, des contenus ou des offres qui vont vraiment répondre aux besoins des consommateurs est un facteur clé de succès pour les entreprises. Mais quand on parle de recommandations, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, on se demande souvent s'il faut parler de recommandations au singulier ou de recommandations au pluriel. Il y a des gens qui vont parler de recommandations sociales, d'autres qui vont parler de recommandations sur le contenu, d'autres encore qui vont parler de recommandations sur le comportement, de recommandations hybrides. C'est un petit peu flou, les frontières entre ces différents types de recommandations, ces différentes techniques de recommandation sont parfois floues pour les utilisateurs et le but de cette session d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une compréhension claire et complète de ce qu'est la recommandation, des différentes techniques de recommandation que vous pouvez utiliser en fonction de votre contexte, en fonction de vos clients, pour vous permettre de booster votre performance commerciale. En recommandant des produits, puisque c'est le thème principal de ce webinaire d'aujourd'hui, mais tout ce que je vais vous dire concernant la recommandation produit peut également s'appliquer sur de la recommandation de contenu ou de la recommandation d'offres. Je suis Jérémy Viau, je suis Product Marketing Manager chez Sparko, en charge donc d'accompagner nos clients pour leur permettre de comprendre comment tirer parti au mieux de nos solutions. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie juste de vous dire un mot de qui est Sparko, pourquoi on fait cette conférence ce matin. Sparko est un fournisseur de solutions et de services experts. Nous sommes principalement des experts de la distribution. Sparko est une entreprise qui est née dans le berceau du retail et de la vente à distance, à savoir Lille, composée d'experts du retail et du web, ce qui explique que l'on soit spécialisé dans le e-commerce. On a une approche d'open innovation qui matérialise notre volonté de forte proximité avec nos clients. Nous considérons que les utilisateurs de nos solutions au quotidien sont ceux qui sont le plus à même de savoir dans quelle direction il est important de faire évoluer la solution. C'est pour cela que l'on co-conçoit notre roadmap produit à l'aide de nos clients et que nous invitons nos clients à s'exprimer sur la roadmap. À l'heure actuelle, Sparko motorise plus de 150 dispositifs marchands. Dispositif marchand est un terme qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui finalement recoupe assez bien la diversité de ce que nos clients font avec la solution, c'est-à-dire motoriser des boutiques sur le web, des applications mobiles marchandes, introduire une dimension marchande dans de l'email, dans du SMS, dans du call center ou même en magasin. Et grâce à nos clients, nous sommes à l'heure actuelle présents dans plus de 20 pays. Nous sommes bien entendu soutenus par un certain nombre de fonds d'investissement reconnus qui garantissent notre pérennité. Qui est Sparko? Sparko propose 4 solutions différentes. Pour une solution de merchandising qui va permettre de mettre en avant le catalogue produit du distributeur, une solution de recommandation qui est plutôt celle qui nous intéresse ce matin, qui va permettre de recommander des produits, des offres ou des contenus pour proposer une expérience client la plus fluide possible, du digital en magasin qui permet d'introduire le digital en point de vente, que ce soit à disposition des clients ou à disposition des vendeurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces problématiques de digital en magasin, ça fera l'objet de notre prochain webinar chez Webikeo, jeudi à la même heure dans 15 jours. Vous retrouverez le lien à la fin de la présentation ou également dans le support que vous pourrez télécharger. Et nous avons également une solution de personnalisation, une suite de personnalisation qui permet vraiment de personnaliser l'intégralité de l'expérience client et d'arriver au saint graal finalement du distributeur qui va être de réussir à faire une boutique qui soit propre à chaque client.
Ces 4 solutions Sparko, elles ont au global 3 grands bénéfices clés. On va améliorer l'expérience d'achat de vos clients. On sait qu'aujourd'hui, l'expérience d'achat fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des distributeurs parce que c'est vraiment un élément fort de différenciation et un facteur clé de succès. On va permettre aussi de booster la performance des dispositifs commerciaux en améliorant des indicateurs que vous pouvez monitorer tels que les taux de conversion, le panier moyen, le revenu par utilisateur aussi dans le temps si c'est un indicateur intéressant pour vous. L'intégralité de ces indicateurs de performance sont améliorés par l'utilisation des solutions de Sparko. Et enfin, on va permettre d'augmenter la productivité des équipes. On sait qu'aujourd'hui, les équipes en charge de l'e-commerce restent à des tailles relativement comparables, mais on leur demande d'en faire toujours plus. Et avec nos solutions, elles ont justement les moyens pour faire plus avec le même nombre de ressources, qui est finalement ce qu'on leur demande. On a des clients dans tous les secteurs d'activité et des clients de toute taille. C'est vrai que généralement, on a toujours tendance à mettre en avant des clients qui vont parler au plus grand nombre, c'est-à-dire parler de clients tels que Citadium, tels que Conforama, But, Decathlon. Mais on a aussi des distributeurs, des pure players un peu plus petits dans notre portefeuille de clients, tels que Mode in Motion par exemple. On travaille vraiment avec tout type d'acteurs en termes de taille d'acteurs et tout type de secteur d'activité. On a une forte implantation traditionnelle dans le monde de la mode et de la distribution, mais on a également maintenant des clients dans le domaine du tourisme. Donc on sait vraiment s'adapter à l'intégralité des secteurs d'activité et à faire bénéficier ces secteurs d'activité différents de best practices que l'on peut observer chez nos clients. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de la session d'aujourd'hui, qui est la recommandation. Finalement, la recommandation, pourquoi et comment faire de la recommandation? Pourquoi faire de la recommandation? On sait qu'en ligne, le plus gros souci du distributeur est qu'il n'y a pas de vendeur sur le site web. Bon, ça, c'est une certitude. Donc, il est important de trouver des outils et des méthodes qui vont permettre sur le web de pallier cette absence de vendeur et de fournir une façon aux clients d'être accompagnés pour avoir une expérience client qui soit la plus fluide possible. Lorsque vous rentrez dans une boutique et que vous discutez avec un vendeur, il peut commencer à caractériser votre recherche pour vous aiguiller vers les produits qui vous correspondent. Soit des produits, des offres ou même des services d'information. Sur le web, vous avez besoin de réussir à fournir ce même type de service, mais il n'y a pas de vendeur. Donc, il faut commencer à utiliser des mécaniques de recommandation qui vont permettre de pallier cette absence et qui vont fournir ce même service. Comment est-ce que vous pouvez collecter de l'information pour faire de la recommandation? Il y a un nombre de sources d'informations qui est relativement étendu. Vous avez quelques exemples ici de ce qui est le plus couramment utilisé dans le domaine de la recommandation. On peut régulièrement connecter un système de recommandation à un système de gestion de la relation client. Donc vous allez pouvoir capter des données démographiques, vous allez pouvoir capter des données sur les actes d'achat passés, savoir ce qu'un client a acheté, que ce soit en ligne ou en magasin, ça peut avoir un impact très fort sur les produits que vous allez lui recommander ou ne pas lui recommander. Une segmentation client peut également être intéressante. Si vous avez une offre qui s'adresse à vos clients en carte de fidélité avec un certain niveau de points, vous allez avoir besoin de cette segmentation client pour leur proposer des produits. Des données de service après-vente aussi qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent être porteurs de beaucoup de valeur pour vous. Des données de carte de fidélité, des données de comportement sur le web. Par exemple, savoir si le visiteur est déjà venu 3 fois dans la même semaine pour regarder une catégorie de produits, ça peut signifier qu'il y a un intérêt très fort et qu'il est intéressant de pousser une recommandation à ce client sur cette catégorie de produits en particulier. Des informations sur les réseaux sociaux, par exemple, pour savoir de quoi il est fan, qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il peut écouter comme musique, quelles sont les marques qu'il va suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, des informations sur la localisation. On sait classiquement que les distributeurs ne proposent pas les mêmes assortiments dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Il peut y aussi y avoir des logiques de prix qui vont différer d'un endroit à l'autre. Donc la localisation va avoir un impact fort
sur les recommandations que vous allez pouvoir pousser. Et finalement, mais pourquoi faire de la recommandation? Ben, je vous le disais, la recommandation, ça va permettre au distributeur de passer d'une donnée client, qui est une donnée qui du coup n'a pas qui est vraiment quelque chose d'assez linéaire et stocké, à une compréhension du comportement qui va être vraiment réussir à décortiquer comment le client achète, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui déclenche son achat. On va réussir aussi, grâce à de la recommandation, à créer une expérience omnicanal temps réel. Je vous le disais, on peut finalement fédérer des sources d'informations relativement disparates qui vont permettre de créer de la cohésion entre les canaux. Par exemple, fournir à un vendeur en magasin une information sur ce que le client a fait sur le web, ou alors récupérer sur le web des informations sur des achats en magasin, ça permet vraiment de démultiplier la valeur perçue par le client sur la recommandation, et vous d'améliorer le potentiel de business que vous allez faire avec chaque client. Finalement, la recommandation, ça va permettre d'augmenter la valeur de chaque contact client en cernant au mieux pourquoi le client vient, quel est son processus de navigation sur le web, et de fait d'augmenter la valeur de ce que vous allez faire avec lui. Et je vous le disais en préambule, on parle de recommandation au singulier, mais la plupart du temps, on est quand même confronté à de la recommandation au pluriel. Aujourd'hui, on va traiter de 4 grands types de recommandations, qui sont les 4 grands types de recommandations que l'on voit à l'heure actuelle sur le marché. Le premier, c'est la recommandation sociale. Ensuite, on verra la recommandation basée sur le comportement, la recommandation basée sur le produit et une approche dite hybride. Donc, on parle de recommandation au singulier, mais derrière cette recommandation au singulier, on a des réalités qui sont un peu différentes, et je pense qu'il convient vraiment de parler de recommandation au pluriel. Allons voir un peu plus en détail cette fameuse recommandation sociale, qui est pour moi l'étape numéro 1 de la recommandation. La recommandation sociale, c'est finalement la recommandation qu'on connaît depuis le plus longtemps. C'est une recommandation qui va se baser sur l'historique d'utilisateurs qui ont eu un comportement similaire. C'est une méthode qu'on appelle souvent collaborative filtering en anglais, et qui va partir du postulat que les meilleures recommandations que l'on va pouvoir faire à un client viennent du comportement de clients qui ont des goûts similaires. Un des grands impératifs de cette recommandation sociale, ça va être de pouvoir capter l'intérêt du client pour un produit, afin que les algorithmes qu'on va mettre en place puissent faire le lien entre des utilisateurs de comportements similaires. C'est notamment clé si vous êtes une enseigne qui a des typologies de clients particulièrement différentes. Si votre offre est très étendue, vous allez avoir besoin de caractériser le client, le profil du client, pour réussir à lui faire des offres qui vont vraiment lui correspondre. Si vous êtes dans le cas de figure où votre population de clients est un peu plus homogène en termes de typologie, d'âge, de CSP, de pouvoir d'achat, etc., ça devient un peu moins clé de réussir à différencier les typologies de clients, puisque vous avez déjà une certaine homogénéité. La recommandation sociale, elle fonctionne selon 3 étapes relativement simples. La première étape, c'est le client va exprimer sa préférence sur un ensemble de produits. Donc ici, vous avez un client qui va exprimer sa préférence sur un appareil photo, un ordinateur, une radio et une télé. Donc l'utilisateur va dire s'il aime ou il n'aime pas. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui signifie qu'un utilisateur aime un produit. Alors quand on est dans le domaine du e-commerce, ça peut être par exemple combien de temps un utilisateur va passer sur une fiche produit, ou de façon aussi assez basique, est-ce que l'utilisateur va acheter le produit après l'avoir vu ou pas. Voilà, on va partir du postulat que s'il l'achète, c'est qu'il exprime une préférence positive pour le produit, et s'il ne l'achète pas, c'est qu'a priori, il exprime une préférence négative. Ensuite, le système va mettre en relation les préférences des utilisateurs. Donc là, vous avez un spectre plus important d'utilisateurs. Vous voyez qu'il y a des utilisateurs qui ont aimé des produits, donc ils ont acheté, ou d'autres qui ne les ont pas achetés après les avoir vus. Et vous avez également des cases vides dans ce tableau,
puisque tous les utilisateurs ne voient pas tous les produits, ça c'est une certitude. Et puis donc vous avez en dernière ligne, comme vous le voyez, donc on a en grisé les utilisateurs qui ont des comportements similaires parce que on se rend compte qu'ils ont aimé ou pas aimé des produits similaires. Puis vous avez sur la dernière ligne un utilisateur numéro 5 pour lequel on a un point d'interrogation parce qu'on se demande finalement est-ce que ça vaut le coup de lui recommander cette radio ou pas. Et donc, avec la troisième étape de la recommandation sociale, on va réussir à prédire la réaction du client à une recommandation pour savoir s'il est intéressant de lui pousser ce produit-ci ou un autre produit. Et en l'occurrence, sur la dernière ligne de notre tableau, on voit que, vu le comportement que les autres utilisateurs ont eu, eh bien on pense que le client ne va pas aimer cette radio. Donc du coup, on ne va pas lui proposer, on lui proposera un autre produit qui sera plus à même de lui plaire. Un exemple de recommandation sociale que l'on peut voir assez souvent sur des sites de e-commerce. Donc ici, vous avez une page de listing avec des baskets. Cette page de listing avec des baskets met en avant ce qu'ils appellent les meilleures ventes. Pour eux, la recommandation sociale, elle est assez simple à faire puisque elle est faite sur une page où déjà il faut arriver sur une page où on dit que l'on cherche des baskets hommes. Donc a priori, ce sont tous les clients qui cherchent des baskets hommes. Et pour mettre en avant le produit qui est le plus plébiscité par la base de clients, à savoir le produit qui est le plus acheté dans cette catégorie de baskets, enfin de chaussures, eh bien on met en avant les meilleures ventes. C'est quelque chose qui va être recalculé en continu, chaque jour, chaque semaine, en fonction de, de la périodicité à laquelle vous souhaitez mettre à jour cette recommandation. Ça peut même être quelque chose qui est calculé heure par heure. Hein. Il y a vraiment un grand élan de possibilités. Et vous allez proposer la meilleure vente parce que voilà, la meilleure vente, c'est celle qui est le plus appréciée par la communauté et donc par l'intégralité des utilisateurs. Cette recommandation sociale, elle est utile et souvent utilisée, mais on pense que c'est un modèle qui est relativement limité. Premier point de limite de cette recommandation sociale, c'est un modèle qui est purement statistique. Un modèle qui est uniquement statistique sans aucun contrôle métier, on a tendance à considérer qu'il peut du coup y avoir des aberrations métiers. Par exemple, ça va être, si vous regardez un produit, vous proposez ce produit dans l'intégralité de ses coloris. Ce n'est pas forcément la recommandation la plus pertinente. Ou alors, ça peut parfois mener à proposer un produit qui n'est plus en stock. Ce qui est aussi un souci, parce que du coup, on gâche une occasion de recommander d'un produit à un client avec un produit qu'il ne pourra pas acheter. Il y a une deuxième limite à la recommandation sociale qui est que finalement la quantité de données disponibles et leur éparpillement vont freiner la pertinence. Je vous le disais, tous les clients ne voient pas tous les produits, et même parfois, notamment sur le web, lorsque l'on a des catalogues produits relativement étendus, tous les produits ne sont pas achetés de façon relativement importante, ce qui ne permet pas de collecter suffisamment de données pour que l'intégralité des produits soit recommandée. Assurer la scalabilité d'un tel algorithme quand on a beaucoup de produits, beaucoup de clients, ça va nécessiter aussi un certain nombre d'infrastructures à mettre en place. Et en fonction de l'étendue du catalogue et de la fréquence de rafraîchissement, on va très rapidement avoir deux soucis métiers qui vont apparaître, qui vont être des phénomènes de longue traîne. Je vous disais, tous les produits en catalogue ne sont pas forcément vus ou achetés. Donc quand vous ajoutez un produit au catalogue, a priori, il n'a pas encore d'historique de consultation, de préférence par l'utilisateur, donc du coup il ne va pas être recommandé. Et on peut aussi avoir des soucis de cold start si le catalogue produit évolue de façon relativement rapide, eh bien vous avez des nouvelles références qui vont pas être recommandées, ou alors si vous avez deux références qui sont des produits vraiment quasiment similaires mais dont seul l'identifiant produit change, eh bien, pour le système de recommandation, ça sera un produit radicalement différent. Par exemple, dans le domaine du prêt-à-porter ou du prêt-à-porter, vous pouvez avoir une chemise blanche, enfin deux chemises blanches, c'est deux produits relativement semblables, mais
avec une recommandation sociale, c'est l'identifiant du produit qui compte, c'est pas la caractéristique du produit. Et donc du coup, c'est deux identifiants différents qui seront vus comme des produits radicalement différents par le système de recommandation. Il y a un deuxième étage à cette fusée de la recommandation, qui est la recommandation dite comportementale. La recommandation comportementale, elle se rapproche un peu de cette recommandation sociale, sauf qu'elle se base uniquement sur le comportement du client. C'est donc l'intégralité de mon comportement en tant que client qui va servir de seule base sur la recommandation. C'est une recommandation qu'on appelle également behavioral targeting et elle va s'appuyer sur l'ensemble des interactions entre l'utilisateur et le dispositif marchand. Donc ça peut être des systèmes de caisse en boutique, une prise de commande sur le web, le service après-vente, ma carte de fidélité, pourquoi pas de la gestion de campagne aussi pour savoir si j'ouvre les emails qu'on m'envoie, si je les lis, si je les clique, ou aussi la navigation sur le site et sur l'application. Et en analysant l'intégralité du comportement passé du client, on va réussir à lui proposer des recommandations qui vont correspondre à ses habitudes et à ses goûts pour être sûr de faire mouche à chaque fois. L'application la plus courante de la recommandation comportementale, ça va être ce qu'on appelle le retargeting, ça va être représenter au client un produit qu'il a déjà vu mais qu'il n'a pas encore acheté. Le retargeting, c'est une technique relativement efficace, mais qu'il est important de considérer aussi dans une dimension omnicanale. Réussir à reproposer un produit sur un autre canal, sur un autre dispositif. Nous, on a une solution qui permet de gérer l'intégralité des canaux sans différenciation. Et donc, à partir du moment où on arrive à identifier le client, on va pouvoir lui reproposer le produit sur différents canaux. C'est aussi une technique de recommandation qui va être plébiscitée dans des secteurs où l'achat est contraint. Il y a un exemple de secteur où l'achat est très fortement contraint, ce sont les achats d'agroalimentaire. Il y a une étude de l'INSEE qui est parue récemment qui prouve que pour 70% des Français, faire les courses au supermarché, c'est vécu comme étant une corvée. Il n'y a que 30% des gens qui trouvent ça agréable de faire ces courses. Donc de plus en plus de Français font leurs courses sur le web, que ce soit pour se faire livrer ou alors en drive. On est vraiment les champions européens du drive. Et le but dans l'agroalimentaire, finalement, du coup, ça ne va pas être de faire que le client passe le plus de temps possible sur le site web à faire ses courses, parce que 70% des gens trouvent que c'est un moment désagréable. Mais ça va être de faciliter le processus d'achat en fournissant une expérience qui va inviter à revenir en permettant un gain de temps, en étant perçu comme un service porteur de valeur pour le client. Donc on accompagne nos clients dans le domaine du drive alimentaire. Vous faites vos courses sur votre drive alimentaire et en revenant quelques semaines après, la semaine d'après, vous pouvez retrouver la liste des courses que vous avez déjà achetées. Et puis, si vous faites des courses en ligne pour commander systématiquement la même chose, et vous pouvez vous resservir de cette liste de courses en disant je recommande la même chose. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment en quelques clics, vous avez fait vos courses de façon vraiment totalement simplifiée. Cette recommandation comportementale, elle permet aussi d'être adaptée en fonction du contexte du client. Par exemple, vous allez peut-être vouloir donner plus de poids aux actions récentes que le client a fait. Si vous savez que le client a cherché à acheter un bien d'équipement de la maison il y a 6 mois ou un an, a priori, ça a moins d'intérêt que de savoir qu'il est en train de regarder à s'acheter d'autres biens sur le site web. Donc on va donner plus de poids à des actions récentes. On peut aussi définir des actions qui vont traduire un engagement fort de la part du client. Par exemple, un achat, par exemple, demander à être rappelé, faire un appel au call center, etc. Et on peut également intégrer une vitesse d'oubli des actions passées. Je vous disais, des éléments, des actes qui ont eu lieu très loin dans le temps ont peut-être plus forcément beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Donc on va pouvoir définir à quelle vitesse on va oublier ces actes. La recommandation basée sur le produit, c'est pour moi une recommandation qui est différente des recommandations sociales et comportementales, puisqu'elle a vraiment une notion intéressante qui est le produit. C'est le produit qui est vraiment la clé de voûte de cette recommandation. Cette recommandation, on l'appelle également content-based filtering, et elle va vraiment intégrer l'ensemble des caractéristiques utilisées par les consommateurs dans leur découverte produit.
J'insiste là-dessus sur les caractéristiques utilisées par les consommateurs. En tant que distributeur, vous avez souvent des catalogues produits qui sont pleins d'informations qui sont porteuses de sens pour vous, mais qui sont peu porteuses de sens pour vos clients. Il y a un enjeu majeur donc, dans cette recommandation qui va être la qualité de la donnée produit que vous allez réussir à obtenir en combinant l'ensemble des sources de données internes et externes. Le but ici va vraiment être de parler la langue du client. Le client recherche souvent des produits avec des termes qui ne sont pas ceux que vous utilisez pour les décrire. Que ce soit par exemple en termes de taille, on sait que la taille est un casse-tête puisqu'il y a différents systèmes de taille. En termes d'ameublement par exemple, vous cherchez un canapé de 2 ou 3 places, vous ne cherchez pas un canapé de 1,50 m, 2,50 m, etc. Vous cherchez une table pour accueillir un nombre prédéfini de gens. Vous cherchez des produits techniques qui vont correspondre à une utilisation. Vous cherchez une machine à laver pour une famille de 5 personnes, etc. Et donc il va falloir retravailler cette donnée produit qui est interne et souvent peu compréhensible par les clients en données qui soient porteuses de sens. Transformer donc finalement cette donnée brute dans un vocabulaire qui va correspondre à la recherche du client et à son langage. La recommandation basée sur le produit, elle passe donc par la création d'une vue produit qui va être complète. Voilà, ici on a un exemple d'une création d'une vue complète sur un rayon de chaussures qui sont toutes des Nike, qui ont toutes des prix à peu près équivalents, etc. Et puis, par rapport à cette vue produit complète, on va venir appliquer les filtres qui sont ceux utilisés par le client. Donc vous savez que le client, il arrive et qu'il cherche une chaussure aux alentours de 130 euros, donc dans un quartile de prix d'environ 130 euros, qu'il a plutôt envie d'une chaussure basse, qui recherche une chaussure plutôt avec un peu de rouge, qui chose du 39 et que c'est plutôt pour la ville. Et en fonction des différents attributs que le client va chercher, eh bien vous allez pouvoir scorer chacun des produits pour voir à quel point il va répondre aux attentes du client et de fait voir si le produit convient à votre client. Et donc c'est la somme des scores qui finalement va définir si le client est le plus à même d'acheter ce produit ou pas. Cette recommandation basée sur le produit, je vous parlais tout à l'heure de problèmes métiers autour de la longue traîne et du cold start, elle va permettre de les outrepasser. Dans la recommandation sociale classique, qui est la partie du haut de la slide, vous voyez deux baskets. Il y en a une qui porte un nom de code MB2012 et l'autre la MB2014. Vous rentrez cette nouvelle référence MB2014 parce que voilà, c'est la mise à jour du modèle précédent, mais avec un bleu qui correspond un peu plus à la saison, avec des petits détails voilà, qui correspondent à la saison. Ce modèle MB2014 avec de la recommandation sociale est traité comme une nouvelle référence. Il ne va absolument pas bénéficier de l'historique de recherche du modèle MB2012 parce que c'est le modèle MB2014 et de tout ce que l'on sait sur l'appétence d'un client pour un modèle de basket montante à un prix déterminé. Avec la recommandation produit, comme vous le voyez sur le bas de l'écran, ces deux modèles finalement ils sont différents parce qu'ils sont tous les deux de la même marque, ils vont être tous les deux au même prix, ils ont tous les deux le même style, la même couleur. Bon, il se trouve que le modèle du haut est disponible dans un peu moins de taille puisqu'il est en fin de vie, donc de fait on a moins de stock. Et puis en plus, ce sont deux modèles pour la ville. Donc d'un point de vue produit, ces deux modèles sont strictement identiques. Et c'est ça qui va compter dans la recommandation produit, c'est vraiment une vue produit telle qu'un utilisateur la voit. Un exemple de recommandation basée sur le produit, voir ce que ça peut donner dans la vraie vie, bah voilà, je recherche un téléviseur, donc je regarde un téléviseur 54 cm, LED, aux alentours de 180 euros, voilà, avec un certain nombre de caractéristiques. Et un peu plus bas dans la page, le distributeur me propose, voilà, il me dit même pour quelques euros de plus, mais pour 0 euros de plus, je peux avoir un téléviseur qui est un petit peu plus grand, qui a la même technologie, qui aura un écran qui est un petit peu plus grand. Ou alors, bah voilà, pour 20 euros de plus, je peux avoir un téléviseur d'une autre marque, beaucoup plus grand, ou alors d'une autre technologie dans une autre marque. Donc ça va être de vraiment utiliser tout ce qu'on sait du produit pour proposer au client un produit qui va vraiment lui donner l'impression de maximiser son achat.
Dernier type de recommandation, un peu le saint graal de la recommandation, c'est la recommandation dite hybride. La recommandation sociale, comportementale ou basée sur le produit, c'est trois types de recommandations vraiment très différents. C'est trois types de recommandations qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On pense que ce qui permet finalement de maximiser vraiment la valeur de chaque contact client, ça va être l'hybridation, de tirer parti du meilleur de ces trois mondes pour proposer une recommandation qui maximise vraiment le potentiel de la recommandation. Donc on va avoir une recommandation hybride qui va se baser sur l'instant présent, la navigation, l'emplacement, etc. L'ensemble de l'historique utilisateur, de ses visites, de ses achats, des produits qu'il a déjà évalués ou pas. Un historique de la boutique en ligne, donc voilà, savoir s'il est déjà venu, toutes les actions de navigation que l'utilisateur a pu faire, et aussi d'autres utilisateurs. Et enfin, des règles métiers qui vont permettre d'introduire une intelligence métier dans cette recommandation hybride. La recommandation hybride, finalement, ça va être de faire évoluer le degré de personnalisation de la recommandation en fonction de la connaissance client. Je vous le disais, finalement, la recommandation sociale est très utile quand vous ne connaissez pas la personne qui arrive dans votre boutique, puisque voilà, vous avez l'intégralité des achats et des actes d'achat faits par les autres utilisateurs qui vont permettre de commencer à proposer de la recommandation, puisque vous n'avez pas d'historique sur l'individu. Donc, on va utiliser la recommandation sociale. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand on va réussir à raffiner la connaissance client, on va pouvoir passer à une recommandation de plus en plus personnalisée en fonction du comportement ou des produits qui vont être vus. Mais ça va être de faire évoluer en permanence la recommandation en fonction du volume d'informations que l'on a. Et puis, je vous le disais, la recommandation hybride, elle va permettre aussi d'introduire une dose de logique métier dans la recommandation. La logique métier, c'est clé dans le e-commerce. La logique métier, c'est cette science du vendeur, c'est connaître le secteur d'activité dans lequel vous êtes pour en tirer parti et être sûr que les recommandations qui vont être faites sont logiques par rapport à votre secteur d'activité. Donner la main aux utilisateurs métiers, ça va permettre par exemple de définir le seuil au-delà duquel la connaissance du client, du consommateur va prendre le pas sur le comportement des autres utilisateurs, de définir si ce que l'utilisateur a fait dans le passé a plus de poids ou inversement, potentiellement en fonction des cycles d'achat du domaine dans lequel vous êtes, ça peut avoir un impact de fortement utiliser des actes passés. Et enfin, à quelle vitesse les événements passés n'ont plus d'impact sur le comportement présent et doivent être effacés. Ou alors définir des associations entre produits, par exemple de dire que tel type de produit est forcément accessoire de tel autre type et que donc il ne faut pas le recommander, etc. Etc. Vraiment, l'intégralité de cette recommandation hybride. Et un bel exemple de recommandation hybride, c'est ici sur un site qui vend des montres. Je regardais une montre Karl Lagerfeld pour femmes, voilà, plutôt appréciée par les utilisateurs. Et puis, on a une recommandation en bas de page qui se base sur le produit, parce que vous remarquerez que ce sont toutes des montres femmes avec toutes les mêmes caractéristiques, c'est des montres à quartz, avec même des caractéristiques de couleur qui vont être identiques, mais on a aussi une dose de logique sociale, puisqu'on propose majoritairement des produits qui se vendent bien, des top ventes par rapport aux produits. Et vous remarquerez même que le premier produit qu'on propose est moins cher que le produit qu'on regardait. Et puis un peu plus loin, et ben voilà, on a vu que j'étais sensible à la marque Michael Kors, donc même si ce n'est pas une top vente, on me propose cette montre femme Michael Kors qui peut correspondre à ma recherche produit. La recommandation, c'est intéressant, c'est plutôt récent dans le e-commerce, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aller au-delà de la recommandation? On a, nous, quatre grands conseils pour les retailers. Premier conseil, c'est d'éviter les aberrations métiers. Une recommandation qui va être aberrante, elle va finalement pas être utile au commerce. Si vous êtes sur un site et que vous regardez, je ne sais pas, des filtres à café, c'est qu'a priori vous voulez acheter des filtres à café. Si on vous propose en recommandation, en regardant des filtres à café, d'acheter une cafetière Nespresso, on passe à côté de quelque chose, je pense.
Donc il faut vraiment qu'il y ait une logique métier sur les produits qui vont être recommandés en fonction du produit que vous regardez. Une grande partie de ces aberrations, elles peuvent se résoudre en utilisant un catalogue produit qui va être complet et qui va inclure des liens entre les produits. C'est pour ça que je vous disais en préambule que la donnée produit était vraiment quelque chose de clé. C'est vrai, il faut vraiment une donnée produit qui soit ordonnée, ordonnancée pour réussir à être vraiment pertinent. Puis la recommandation, elle doit pouvoir se paramétrer à l'aide de règles métiers. Si vous avez un produit spécifique qui est en surstock, vous avez peut-être envie de booster son ranking dans la recommandation pour être sûr qu'il soit vraiment vu par les clients et être sûr que vous allez vous débarrasser de ces produits qui sont en surstock. Si vous avez un produit en sous-stock, vous allez peut-être avoir envie de le mettre un petit peu moins en avant, parce que vous n'avez pas envie d'arriver à la rupture de stock. Si vous avez des produits sur lesquels vous réalisez plus ou moins de marge, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant d'introduire dans votre algorithme. Je pense que la recommandation aussi, en deuxième point, elle est très efficace, mais qu'il faut aussi la coupler à d'autres actions marketing. On parle de ciblage, très souvent, le ciblage c'est une méthode relativement ancienne en marketing, mais c'est une méthode qui reste d'actualité. Elle va permettre de mettre en place par exemple des actions pour un groupe restreint de prospects ou de clients. Je disais, si vous avez une action à mettre en place sur une géographie donnée, vous n'avez pas forcément besoin de faire de la recommandation, mais commencer à faire du ciblage. Ou vous pouvez aussi utiliser la recommandation avec du triggering par exemple, pour réussir à pousser un produit, un contenu ou une offre à un moment clé. Par exemple, si l'analyse de navigation vous fait penser que le client va abandonner son panier, il faut déclencher une action qui va permettre de recommander un bon produit, le bon contenu ou même la bonne offre pour être sûr que le client concrétise son acte d'achat. Au-delà de la recommandation de produits, il est intéressant de recommander avec des produits des contenus. En e-commerce, on est seul face à son écran. On peut aller chercher éventuellement de l'information ailleurs, mais si on va chercher de l'information ailleurs, il y a un risque que la transaction ne se réalise pas chez vous. Donc il faut guider au maximum les clients, adapter le niveau d'information en fonction du client. Pour un primo-visiteur, il y a peut-être besoin de le rassurer sur des conditions de livraison, de retour, etc. Un client fidèle et régulier aura moins de questions là-dessus, donc vous pouvez bénéficier de cet espace pour pousser d'autres messages. Il va être clé de recommander des contenus et des offres aussi en même temps que des produits pour fournir une meilleure expérience possible. Si vous êtes sur la page d'un produit qui fait l'objet d'une promotion de la part de son distributeur, eh bien vous avez envie d'en bénéficier comme vous pourriez en bénéficier en magasin. Et enfin, adapter les messages aux visiteurs en fonction des produits consultés, du comportement, etc. Et enfin, ça je pense que c'est vraiment un point très très important. Le e-commerce, c'est une histoire de commerce. Et il faut laisser le commerçant être commerçant. L'automatisation ne peut pas tout faire. Le commerce est une question d'hommes et de femmes. C'est quelque chose d'humain. Et donc il faut avoir des outils qui vont permettre aux commerçants de tester en apprenant, en étant réactifs par rapport au marché et en étant humains dans leur pratique du commerce. À retenir, 4 points assez simples aujourd'hui. La recommandation sociale, c'est une recommandation qui va être basée sur le comportement des autres utilisateurs présentant un profil similaire, uniquement sur le comportement des autres utilisateurs. La recommandation comportementale va être basée uniquement sur le comportement du client donné. La recommandation basée sur le produit, c'est un lien entre un client et les caractéristiques d'un produit. J'insiste vraiment sur les caractéristiques qui sont vraiment très importantes. Et enfin, la recommandation hybride, c'est une recommandation qui va combiner plusieurs approches pour coller au mieux aux objectifs business que vous vous êtes fixés.